Bonjour et bienvenue dans cette partie 4 dans laquelle nous allons développer la définition de la PNL, l'histoire et l'origine de la PNL. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant pour vous d'apprendre à vous développer au travers des techniques de la programmation neurolinguistique et à quoi est-ce que ça va vous servir? Et surtout, à la fin, je vais vous expliquer, vous raconter un petit peu mon histoire personnelle par laquelle je suis passé lorsque j'ai appris diverses techniques de développement personnel, dont la PNL. Pour ce faire, je partage avec vous ce PowerPoint qui vous permettra d'avoir des points de repère et de référence en utilisant le manuel du praticien en PNL et également le manuel du maître praticien en PNL, notamment pour la définition aux pages 13 et 14, 104 et 5 et suivants, et pour la partie histoire et origine de la PNL, de vous référer à la page 109 et les pages suivantes, et surtout sur l'explication du schéma en page 114. Commençons par la définition de la PNL. La PNL, qu'on dit également programmation neurolinguistique, est une discipline qui s'inscrit dans le champ des sciences humaines. Elle est un ensemble d'outils et de techniques, on va dire, psychologiques. Et c'est également un modèle qui permet à chacun de se réaliser dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle et on va dire par extension dans sa vie amoureuse. C'est un regard nouveau sur les potentialités humaines. En faisant un décortiquage de chaque mot, programmation, nous mettons en place tout au long de notre vie, consciemment et inconsciemment d'ailleurs, des programmes, c'est-à-dire des façons de penser, de ressentir, de nous comporter, que nous employons dans notre quotidien. En fait, on pourrait utiliser à la place de programmation peut-être les mots d'apprentissage, d'automatisme, d'habitude et d'expérience. En d'autres mots, la PNL est de savoir comment utiliser les sciences du langage, le langage de l'esprit, pour atteindre systématiquement des résultats spécifiques souhaités. Neuro, vous vous en doutez, ici on parle de neurologie, neurologique, parce que ces programmes sont codés et inscrits dans notre système nerveux, dans nos circuits neuronaux. Et nos apprentissages repose, on va dire, sur notre neurologie, c'est-à-dire la façon dont notre cerveau et notre système nerveux traitent l'information reçue au travers de nos cinq sens. Le cerveau est une super biomachine qui nous a été livrée malheureusement sans mode d'emploi et que l'on va utiliser chacun à notre façon depuis notre naissance et plus généralement façonnée par l'environnement qui nous entoure, par notre famille, notre système éducatif, les valeurs qui nous entourent, l'histoire qui nous entoure. Nous percevons, stockons et organisons l'information pour donner un sens à notre expérience. Lorsqu'on parle ici de cerveau comme une biomachine, effectivement, le jour où on aura compris le fonctionnement du cerveau, on aura compris le fonctionnement de l'univers. Ensuite, linguistique, vous avez compris ici qu'il y a une référence très directe avec les mots, avec la façon de parler, l'utilisation des mots. Ici, le langage permet de coder et de partager notre expérience personnelle par des mots, notre manière de parler, notre langage corporel, en écoutant l'autre, en comprenant mieux les problèmes de la personne, comment elle construit sa vision du monde, la perception, les pensées, qu'est-ce qu'elle a sur elle, comment est-ce qu'elle se voit, comment elle vous voit, comment elle voit le monde, les autres et le monde en général. Le langage peut passer par une communication verbale ou une communication non verbale, mais elle peut également passer par des images, des sons, des émotions, des sensations, des goûts, des odeurs et par des mots. Les 5 piliers de la PNL sont, en premier, apprendre à connaître ses objectifs. Et donc ici, il est très important que vous fassiez une liste de vos objectifs et que vous vous posiez cette question fondamentale, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Posez-vous cette question. Comme on dit en anglais, what do you want? What is it that you really want in your life? What do you really want? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est une question qu'on ne se pose pas très souvent. Et lorsque vous vous posez cette question, écrivez vos objectifs sur une page blanche
Ensuite, organiser ces objectifs, hiérarchiser ces objectifs des plus importants aux moyens, aux moins importants, et travailler sur les 5 premiers objectifs les plus importants qui vont vous faire avancer rapidement dans la vie. Évitez de travailler sur des objectifs trop éloignés ou des objectifs de moindre importance. Cela va beaucoup vous prendre du temps, va beaucoup vous prendre de l'énergie qui n'est pas nécessaire de perdre. En 2, c'est d'apprendre à atteindre ces objectifs. Alors très souvent, on se met des objectifs, mais on ne sait pas comment les atteindre. Par exemple, je veux perdre 10 kilos. Mais comment est-ce que je vais faire pour les atteindre? Quelle est la stratégie que je vais entreprendre pour perdre ces 10 kilos et vraiment perdre ces 10 kilos, non pas perdre que 4 kilos? Alors évidemment, apprendre à atteindre ces objectifs, nous allons le faire au travers de la PNL, au travers de l'hypnose, au travers du coaching, mais également au travers de la thérapie de la ligne du temps, de Timeline Therapy, qui va nous permettre non seulement de pouvoir bien projeter les objectifs dans la ligne du temps sur votre ligne du futur et de faire en sorte à ce que vous puissiez systématiquement les atteindre et les réaliser. En 3, c'est avoir une acuité sensorielle. Vous avez vu dans la partie 3 que lorsque nous avons une vision fovéale, lorsque nous avons une vision qui est focus, nous avons une observation très détaillée de l'objet ou de la personne que nous avons en face de nous. Et augmenter son acuité sensorielle permet de voir tous les détails de l'objectif que l'on se fixe et de voir comment est-ce qu'on peut atteindre. Qu'est-ce que je veux atteindre d'abord? D'abord, c'est le quoi, et ensuite, comment est-ce que je vais atteindre cet objectif-là? Et nous allons voir ça ensemble avec tous les outils de la PNL, du coaching, de l'hypnose et de la ligne du temps. En 4, c'est d'avoir une flexibilité comportementale, c'est-à-dire tout simplement de savoir s'adapter, de savoir moduler son ego, de savoir tout simplement changer de décision, changer de façon de faire, de ne pas rester accroché à une méthode qui ne fonctionne pas. Vous avez très certainement déjà eu cette expérience ou de rencontrer des personnes qui sont passées par l'expérience, de vous dire ça ne fonctionne jamais. Tout simplement parce que si vous n'êtes pas flexible dans la vie, si vous n'actionnez pas votre pouvoir d'adaptabilité aux éléments et aux situations, alors vous allez tout simplement avoir de grandes chances d'aller vers un échec. Or, la flexibilité comportementale, l'adaptabilité comportementale est un facteur très important dans le domaine de la réussite. En 5, c'est de savoir établir un rapport relationnel. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le rapport relationnel, c'est tout simplement savoir très rapidement créer un lien de confiance avec l'autre personne ou avec le groupe de personnes qui est en face de vous. La mise en place d'un rapport relationnel permettra tout simplement d'accorder et de vous accorder avec le niveau de communication que vous devez avoir avec la personne qui est en face de vous. Il faut savoir s'accorder et accorder notre niveau de langage et notre niveau de communication pour pouvoir établir ce rapport. Nous verrons chacun de ces piliers tout au long de la formation. Comme indiqué sur ce PowerPoint, nous allons voir les 5 piliers de la PNL qui sont, en 1, apprendre à connaître ses objectifs, et peu de gens se posent la question suivante, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment dans cette vie ou en ce moment? Comme on dit en anglais, what do you want? What do you really want? What is it that in this life you want? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et quand vous vous posez cette question, prenez une feuille de papier, écrivez vos objectifs et ensuite hiérarchisez-les, classez-les du plus important au moyen, au moins important. Et travaillez sur les 5 objectifs prioritaires. Ne perdez pas du temps sur des objectifs moyens, ne perdez pas du temps sur des objectifs éloignés en pensant que c'est plus facile de travailler sur ces objectifs-là, mais travaillez, concentrez-vous essentiellement sur les objectifs prioritaires qui vont vous faire gagner du temps et aller jusqu'au résultat. Comme vous pouvez voir ici, il y a marqué donc stratégie, c'est-à-dire changer les processus internes. Et ça, on va apprendre à le faire tout au long de la formation. Pour ceux qui ont fait la formation avec moi au niveau praticien, ils l'ont déjà appris, ce sera donc une révision. 2, c'est d'apprendre à atteindre ses objectifs.
Alors ici, nous allons utiliser toutes les techniques, notamment la technique de la ligne du temps, pour pouvoir apprendre à matérialiser, à mettre en place les stratégies et à atteindre tous ces objectifs. Ici, on parle surtout, on va dire, de résultats, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas atteindre des résultats si vous ne savez pas ce que vous voulez. Et si votre vision de ce que vous voulez reste floue, alors à ce moment-là, posez-vous plus de questions. Posez-vous des questions plus détaillées. Qu'est-ce que je veux vraiment? Comment je le veux? Quand est-ce que je le veux? En trois, c'est d'avoir une acuité sensorielle. Alors l'acuité sensorielle est très importante puisque vous avez vu en partie 3, nous avons parlé de la vision fovéale, de la vision centrale qui permet d'avoir une acuité sensorielle plus importante. Il est très important d'aiguiser, d'apprendre à augmenter son acuité sensorielle pour observer de plus près tous les détails d'une personne ou tous les détails d'une situation ou tous les détails d'un objet, d'un objectif. Lorsqu'on comprend bien de façon détaillée ce que l'on veut, il est beaucoup plus facile de formuler les différentes étapes pour accomplir cet objectif et le réussir. En 4, c'est d'avoir une flexibilité comportementale. Alors ici, c'est très important puisque la flexibilité comportementale, c'est tout simplement de savoir changer d'avis, de changer de pratique et de ne pas rester sur des pratiques qui ne fonctionnent pas. Ça m'est déjà arrivé de voir des clients, même moi avant, de faire une chose et ça ne fonctionne pas. Et je continue à faire cette chose-là de la même façon et ça ne fonctionne toujours pas. Et je me dis, mais pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce que je ne suis pas flexible. Je n'arrive pas à changer facilement de méthode. Je n'arrive pas à m'adapter à la situation. Effectivement, lorsqu'on entend flexibilité comportementale, on entend également adaptabilité comportementale. Il faut savoir s'adapter aux situations, s'adapter aux personnes, s'adapter au niveau de communication, parce que le but ici, c'est pas de gagner. Le but ici, c'est d'apprendre à communiquer bien avec soi-même et de communiquer bien avec les autres pour que vous puissiez gagner avec vous-même et que vous puissiez gagner avec l'autre. Et de cette façon, vous allez voir que les gains seront extraordinaires d'un côté et de l'autre. Et en 5, nous avons donc ici de savoir établir un rapport relationnel très important. Et ici, quand on parle de rapport relationnel, c'est de créer un lien de confiance, de créer très rapidement un lien de confiance avec l'autre, un lien de confiance avec les autres, pour que ceux-ci puissent tout simplement vous faire confiance et que vous puissiez partager avec eux, discuter avec eux, communiquer avec eux. Alors, comme vous pouvez le voir ici dans le PowerPoint, il y a une case où il y a marqué les sous-modalités et l'ancrage. C'est tout simplement, nous allons apprendre à changer nos états internes, notamment en utilisant la technique des sous-modalités, technique extraordinaire que j'adore, vue au niveau praticien, mais également d'apprendre à utiliser les ancrages pour changer les états internes, de passer par exemple à la procrastination à un état de motivation ou de passer à un état de tristesse à un état, on va dire, d'être heureux très très rapidement, en quelques secondes, voire en une minute. Donc voici les piliers de la PNL, c'est très important. Nous allons travailler sur chacun de ces piliers en détail tout au long de la formation. Donc, ça sera une révision dans ce niveau maître praticien, puisque le maître praticien a deux niveaux. Il y a un premier niveau de rappel de l'ensemble des techniques et, on va dire, des théories fondamentales du niveau praticien. Nous allons donc repratiquer pour mettre à jour vos techniques. Et la deuxième partie, la deuxième section de cette formation maître praticien, ça sera tout simplement d'étudier et de pratiquer toutes les techniques du niveau maître praticien pour que vous soyez complet. N'oubliez pas que dans maître praticien, vous entendez le mot maître, c'est-à-dire maîtrise. Et il est très important à la fin que lorsque je signe votre certification, vous soyez un maître praticien et tout à fait apte de façon excellente à maîtriser, à travailler, à coacher, à suivre, à accompagner, vous accompagner, mais accompagner les autres au travers du changement. Pour pouvoir parfaire vos connaissances, notamment sur la définition, sur l'origine et sur l'histoire de la PNL, de la programmation non linguistique,
Parce que lorsque vous allez travailler en PNL, si vous faites du coaching, si vous faites de l'accompagnement en entreprise, de l'accompagnement individuel, si vous faites de la formation, si vous faites des micro-formations, il vous sera très important de bien expliquer qu'est-ce que la PNL, à quoi ça sert et pourquoi est-ce qu'ils seront gagnants d'étudier cette matière et de l'intégrer à part entière dans leur vie de tous les jours, dans leur vie quotidienne, mais également dans leur vie professionnelle. Donc, je vais partager avec vous l'origine, un tableau concernant l'origine de la PNL, que je ne vais pas expliquer tout de suite. Je vais aller un petit peu plus en profondeur dans la définition et dans l'origine, c'est-à-dire les créateurs de la PNL, et sur quelle base scientifique ils se sont référés pour pouvoir créer cette boîte à outils qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Vous avez ici en face de vous l'histoire de la PNL, qui est un schéma que vous retrouvez à la page 114 du manuel du praticien. Pour ceux qui ne l'ont pas, faites-moi une demande et je vous le transmettrai. Pour ceux qui ont étudié avec moi le niveau praticien l'ont déjà, et si vous ne l'avez plus, je vous renverrai donc le PDF. Alors, la PNL est un modèle de communication et de personnalité. C'est aussi un modèle d'excellence. Et c'est un modèle qui permet tout simplement de copier l'excellence et de se l'appliquer à soi-même. La programmation neurolinguistique ou PNL a été créée par deux Américains, Richard Bandler et John Grinder, dans les années 70, et a été copyrighté et protégé en 1976. Donc, ces deux chercheurs-là, ces deux étudiants à l'université à l'époque, souhaitaient comprendre comment est-ce que des gens qui ont réussi dans la vie ont fait. Comment est-ce qu'ils ont fait? Quelles ont été leurs personnalités? Quelles ont été leurs croyances? Quelles ont été les différentes étapes et stratégies utilisées pour réussir? Ils sont donc allés voir plusieurs personnes qui sont inscrites donc, dans le tableau que vous avez à l'écran, et nous allons, pas tout de suite, mais nous allons un peu plus loin dans la définition et surtout pour comprendre qu'est-ce que c'est que la PNL. Alors, en PNL, nous avons des mots-clés qui sont neurologie, linguistique, neurosciences, comportement cognitif, psychologie, psychologie des comportements, du coaching, de la self-actualisation, mais également de la self-réalisation, de la flexibilité, de l'adaptabilité, le conscient et l'inconscient qu'on a vu en partie 3, la réalité construite, on reviendra sur ça très bientôt, la visualisation, l'ancrage et la communication. Dans le domaine de la sémantique générale, il y a donc un auteur, il y a un chercheur qui s'appelle Korzybski, que vous pouvez voir tout à fait en haut à gauche de la ligne du temps du tableau que vous avez à l'écran. Et Korzybski avait théorisé à l'époque un schéma de l'homme sous, on va dire, sous l'angle de la carte cognitive. Et pour lui, tout simplement, il faisait la distinction entre la carte mentale qu'on se représentait dans notre cerveau et la réalité géographique, c'est-à-dire la réalité en elle-même. Et donc, pour lui, la carte mentale est toujours différente de la réalité géographique. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui l'adage « la carte ne fait pas le territoire ». Tout simplement parce qu'il y a une différence entre notre carte du monde et l'expérience que nous en avons au travers des différents plans émotionnels et la réalité du terrain. C'est comme si, par exemple, vous demandiez à un GPS de vous conduire, de vous envoyer quelque part, de vous montrer la route, le chemin, et que ce GPS n'avait pas de mise à jour des différents travaux qu'il y avait sur ce chemin et vous envoyer ailleurs. Et du coup, il y a ici un décalage entre la carte qui est installée dans le GPS et la réalité du terrain, c'est-à-dire la réalité géographique. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe dans notre cerveau, dans notre perception, et donc Korzybski a théorisé
cette fameuse carte cognitive unique du monde que nous rencontrons et que nous formons, que nous construisons au travers de nos 5 sens. Et donc pour lui, il y a une grande différence entre la réalité que nous nous construisons, notre réalité, et la réalité géographique et la réalité que nous ne percevons pas tout le temps. On parle très souvent d'illusion. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans la définition psychologique du comportement humain, c'est que les personnes construisent tout simplement par le biais de symboles, par le biais de mots, leur propre carte mentale. Et vous l'avez déjà expérimenté lorsque vous argumentez avec quelqu'un, vous n'avez pas la même façon de voir les choses, vous n'avez pas la même façon d'expliquer les choses, et très souvent, vous n'êtes pas d'accord avec la vue et la position de la personne qui est en face de vous. Nous reviendrons plus tard sur cette notion de la carte ne fait pas le territoire, parce qu'elle est très importante à comprendre et à maîtriser pour travailler dans le domaine du coaching, dans le domaine de la thérapie, dans le domaine de l'accompagnement et également dans le domaine de la formation en général. Il y a ensuite 2 chercheurs qui se nomment Abraham Maslow, vous savez, qui a créé la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, et Carl Rogers. Et ceux-ci vont contribuer à la création de la PNL. Ils vont tous les deux se demander comment font les gens riches pour devenir riches et surtout pour rester riches. Oui, c'est un sujet qui est très, très intéressant. Comment font les gens pour devenir riches et surtout pour rester riches? Et donc, quelles sont les habitudes, quelles sont leurs stratégies, quelles sont leurs croyances, quelles sont leurs valeurs qui sont mises en place pour réussir et pour rester dans la réussite. Ils vont donc tout simplement mettre en place une théorie, ils vont théoriser la phrase suivante, que les gens ont toutes les stratégies, ont toutes les ressources qu'ils ont besoin pour participer à leur développement et à leur potentiel maximum. Ça veut dire tout simplement en quelques mots que vous avez, nous avons, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour réussir. Sauf que tu ne sais pas où est-ce que c'est, peut-être, tu ne sais pas comment le faire pour réussir. Et justement, le fait d'avoir cette présupposition, c'est-à-dire qu'on va dire, on présuppose que le succès est déjà là pour toi. Il ne te reste plus qu'à apprendre, à comprendre comment il faut faire pour atteindre le succès. Il peut être plus ou moins rapide, plus ou moins lent, mais en tout cas, la présupposition mise en place par Maslow et par Rogers, c'est tout simplement de dire que tu as déjà en toi toutes les prédispositions nécessaires, toutes les ressources nécessaires pour participer à ton propre développement et à ton propre potentiel maximum. Tout est déjà là. C'est une des présuppositions très importantes de la PNL. Il y a également une seconde présupposition qui a été mise en place par ces 2 mêmes auteurs, ces 2 mêmes chercheurs, qui dit que si tu peux le faire, alors je peux le faire. Tout simplement, c'est la modélisation de l'excellence. Vous savez que vous avez déjà entendu parler des gens dire « Ah, ben c'est mon idole, je l'ai suivi et j'ai également réussi dans la vie », notamment les chanteurs, les acteurs, des artistes qui ont réussi parce qu'ils ont eu un mentor. Ils ont eu une idole, quelqu'un qui les a motivés à tel point qu'ils ont fait exactement la même chose ou pratiquement la même chose et qu'évidemment, si un chemin mène vers le succès, je ne vais pas emprunter un deuxième chemin, je vais emprunter le même chemin du succès et inéluctablement, inexorablement, je vais également réussir. Et donc, cette deuxième présupposition qui est très importante de la PNL dit tout simplement, si tu as réussi, si tu peux le faire, alors moi aussi je peux réussir, moi aussi je peux le faire. Très important. Il y a tout simplement dans ce coup d'accélérateur, dans ce processus de transformation de l'individu, la mise en place de présuppositions très importantes qui permettent de ne plus douter de soi-même. Effectivement, lorsque vous voyez quelqu'un qui a réussi et qui a fait de cette façon-là, je fais de la même façon, quel est le résultat? La réussite. Et donc, ce sont des accélérateurs de succès,
Ce sont des accélérateurs de processus de transformation qu'il ne faut pas mettre de côté. Bien au contraire, qu'il faut ancrer en soi, qu'il faut installer dans ses programmes pour soi-même réussir. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, Richard Bandler et John Grinder ont très bien compris que pour échafauder la PNL, en tout cas la PNL que nous connaissons aujourd'hui avec tous ces nouveaux développements, parce qu'il y a eu des auteurs comme Robert Dilts, comme Tony Robbins, comme Tad James, comme Adriana James, qui sont venus apporter des nouvelles techniques très importantes, notamment sur le maximum potentiel et sur la réussite en général. Et donc, Grinder et Bandler ont très bien compris que d'étudier ces personnes-là permettait d'échafauder, permettait de mettre en place ces fameuses techniques du potentiel et ces fameuses techniques de la réussite. Ainsi, ils vont également étudier deux autres chercheurs, notamment Virginia Satir, que vous pouvez voir sur le tableau en bas, sur votre écran, tout à fait en bas. En 1979, Virginia Satir, qui est à l'origine de la thérapie familiale. Alors, elle va beaucoup travailler justement sur la partie de la réussite en thérapie familiale. Et il va également y avoir Fritz Perls, qui est juste à côté d'elle, et qui, lui, va inventer tout simplement la Gestalt thérapie. La thérapie de la Gestalt, qui est une thérapie très, très intéressante, moins utilisée aujourd'hui, mais qu'on utilise un petit peu encore au niveau de la thérapie de la ligne du temps, en tout cas que j'utilise avec la thérapie de la ligne du temps. On verra ça plus tard, tout au long de la formation, sur le niveau 2, sur le niveau maître praticien. Rappelez-vous que maintenant, c'est une révision du niveau praticien, des notions, des théories et des pratiques du niveau praticien pour remettre à jour vos connaissances et vos pratiques. Alors, le travail de Fritz et de Virginia Satir va se porter surtout sur le potentiel, le développement du potentiel humain et l'accélérateur de réussite. Il y a pour eux, à l'intérieur de chaque personne, l'existence d'un accélérateur qui nous permet de réussir, notamment, par exemple, la croyance, le fait de croire en soi, le fait de mettre en place un système de croyance, un système de prise de conscience de la croyance est en soi un système d'accélérateur du potentiel. Mais également, Bandler et Grinder, lorsqu'ils vont les étudier, lorsqu'ils vont étudier donc ces deux experts de leur époque, vont surtout se baser sur les travaux de ces deux personnes-là et vont parler de la possibilité pour chacun de nous, la possibilité de chacun de vous, de toi, et des personnes qui sont autour de toi qui vont devenir tes clients, tout simplement, d'atteindre un état qu'on appelle auto-équilibre. Ça veut dire que lorsqu'on ne sait pas où on veut aller, on est un peu déséquilibré. Et cet état d'auto-équilibre, dit un état positif, met en avant que nos pensées ont un impact très important sur nos comportements. Ça veut dire que si vous entretenez des doutes sur vous-même, alors vous avez raison. Ce sont ces doutes-là qui vont l'emporter. Vous avez raison. Si vous vous dites « je ne peux pas réussir », vous avez raison. Parce que ce sont des pensées, des croyances limitantes que vous nourrissez au quotidien qui deviennent votre réalité, qui forment la réalité de vos actions et donc, du coup, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien réussir. Et donc, pour eux, il est très, très important dans cet accélérateur du potentiel de mettre en place par les sciences du langage, par la linguistique, de mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu des mantras, mais plutôt de mettre en place des corps de phrases très puissantes qui nous permettent de mobiliser notre attention, notre cerveau sur des travaux, sur des objectifs qui ont pour visée de réussir, qui ont pour résultat de réussir ce que nous voulons faire dans la vie. Et pour eux, un des indicatifs les plus importants, c'est d'une part la consistance, c'est-à-dire de le faire tous les jours et non pas de travailler 1 heure par semaine et de flemmarder tout le reste de la semaine,
Donc, ce phénomène de la consistance est très important. Il faut le faire tous les jours, constamment, jusqu'à ce qu'on réussisse. Alors, pour exemple, Bruce Lee, qui est un ancien champion, il est décédé, mais qui est un ancien champion des arts martiaux et qui a fait découvrir le kung-fu à l'Occident, avait pour adage de se dire que la réussite s'acquiert, s'atteint par la répétition. Pour lui, à force de répéter, ce côté constant pouvait inéluctablement vous amener à la réussite. Il était impossible de ne pas réussir si tous les jours vous répétiez les choses et qui vont mener à votre réussite. La deuxième chose qui est importante pour Satir et pour Fritz, dans ce phénomène d'accélérateur de la réussite et du succès, c'est également de lier, on va dire, les processus du changement à la linguistique, à tout simplement la mise en place d'affirmations très importantes, d'affirmations sur vous-même et de se détacher définitivement de vos échecs et de vos limites, de vos pensées limitantes, de vos idées limitantes, de vos décisions limitantes. Qu'est-ce que c'est qu'une décision limitante? C'est tout simplement quand on ne peut pas décider. Non, je ne sais pas faire, je ne peux pas décider, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas où je veux aller. Et donc, de se détacher, d'abandonner toutes ces limites pour s'ouvrir définitivement à la possibilité, on va dire, à la règle des possibles et surtout à la réussite. Dans les recherches de Bandler et de Grinder, on va dire qu'ils utilisent beaucoup l'approche un peu traditionnelle de la psychologie de l'écoute. C'est-à-dire qu'il est fondamental, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec les personnes qui sont allées voir, ils ont écouté ces personnes-là, ils ont pris note, ils ont évalué et donc ils se sont rendus compte que chaque personne, que ce soit Korzybski, que ce soit Václavic, que ce soit Milton Erickson, que ce soit Percy Fritz, que ce soit Virginia Satir, que ce soit Pavlov, que ce soit Robert Dilts, que ce soit Tad James et que ce soit Woodville, eh bien, ils avaient pratiquement les mêmes stratégies du succès. Ils avaient la constance, ils avaient le travail, ils avaient la connaissance de soi, c'est-à-dire qu'ils s'étaient mis à se développer, à évoluer personnellement, et surtout la confiance en soi, la mise en confiance en soi par ces fameuses présuppositions de la PNL. J'ai toutes les ressources en moi pour réussir. Et la deuxième présupposition, vous vous rappelez, si tu peux le faire, alors je peux aussi le faire. Donc, à partir de ces postulats, à partir de ces présuppositions, il n'y a plus de doute, chacun de nous, pour l'ensemble des objectifs atteignables, évidemment. Je ne vais pas mettre l'objectif, tiens, demain, je vais aller sur la Lune. Il faut que l'objectif soit smart, on verra ça plus tard, mais il faut que l'objectif soit atteignable dans le temps et dans l'espace. Et lorsque nous n'avons plus de doute sur le travail que nous faisons de façon constante, sur les affirmations que nous avons vis-à-vis de nous, sur la discipline du travail que nous mettons en place au travers de processus, de procédés, de stratégies et d'étapes, alors inéluctablement, vous allez vers le succès. Ça veut dire qu'il y a un effort important à faire au début en développement personnel et ensuite, ce gros effort de constance, de discipline, va inéluctablement vous envoyer vers le succès. Dans un autre registre, en étudiant Glasser, GLA2SER, qui a inventé la thérapie de la réalité en 1965, et lui, il part du principe qu'il n'est pas possible d'accepter les excuses et les blâmes. Ça veut dire tout simplement que pour lui, le client doit prendre dès à présent la responsabilité de ses actes et la responsabilité de ses paroles. Ça veut dire tout simplement également que le coach, le formateur, l'instituteur, le maître, le professeur
ou quelque autre personne, on va dire le conjoint, la conjointe, la copine, le copain, ne peuvent pas être responsables de ce que vous devez être responsable, parce que c'est votre part du marché, c'est votre part du contrat. Et donc, il faut dès le départ non plus se positionner en victime en disant oui, c'est pas de ma faute, c'est la faute du système, c'est la faute de la société, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de ma copine, c'est la faute de mon copain, mais bien au contraire de se dire j'ai bien une part de responsabilité dans mon échec, j'ai bien une part de responsabilité dans ma relation avec l'autre, j'ai bien une part de responsabilité dans ma réussite. Et donc, de tout de suite, informer l'autre ou s'informer soi-même, former l'autre, se former soi-même sur cette part de responsabilité, c'est-à-dire ce qu'on appelle être en cause et non plus être en effet. Lorsqu'on est en effet, on dit en anglais to be in effect, c'est de se sentir victime, donc on n'a jamais tort, c'est jamais de ma faute. Et quand on est en cause, on dit en anglais to be at cause, lorsqu'on est en cause, c'est tout simplement de s'ouvrir à la théorie des possibles, de s'ouvrir à cette théorie du succès et du potentiel et de se dire, je suis responsable de tout. Je suis responsable des échecs, je suis responsable du fait que ça ne marche pas, je suis responsable de ce que je dis. Et qu'à partir de là, vous libérez votre cerveau de toute la partie coincée, on va dire, négative, pour ouvrir le cerveau à toute la partie des possibles. Il en va de même, par exemple, dans un couple, lorsque vous êtes en dispute avec l'autre personne, avec votre moitié ou l'autre partie, et au lieu de continuer dans la dispute, le but, c'est pas de gagner, le but, c'est pas non plus d'avoir un surego, mais c'est de dire à l'autre et de reconnaître soi-même déjà sa responsabilité dans le conflit. Ça veut dire qu'un conflit, on n'est jamais seul. Il y a toujours moi et l'autre. Et si je suis en conflit avec moi, ça veut dire que je suis en conflit avec moi et l'autre dans moi, qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas accepter. D'accord? Donc, le but ici, c'est de dire à l'autre, je suis responsable de notre dispute. Quelle que soit ta responsabilité à toi, quelle que soit ta part de responsabilité ou pas, je suis responsable de ce qui se passe maintenant. Je suis responsable de mes actions. Je suis responsable de mes actes. Je suis responsable de mes dires, de tout ce que je dis. Et ma responsabilité, c'est de trouver la paix dans le langage, la paix dans ma vie. Mais c'est également de faire en sorte à ce que tu sois en paix et que tu sois heureuse ou heureux. Vous voyez? Donc, pour Glasser, il est très important de ne plus se poser en victime des choses ou de la société ou des autres, mais bien au contraire, de prendre toute la responsabilité pour améliorer son comportement plutôt que de se plaindre tout le temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Glasser ne plonge pas dans l'éternel processus de la psychanalyse qui cherche avant tout à retrouver les causes du problème, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu fais cela? Pourquoi est-ce que tu m'as dit cela? Pourquoi tu es là-bas? Pourquoi est-ce que tu m'as quitté? Tout simplement parce que ce processus éternel de la psychanalyse, de retrouver le pourquoi, c'est tout simplement de replonger la personne dans l'émotion, de replonger la personne dans la problématique. Or, la PNL, et comme beaucoup d'autres techniques, beaucoup d'autres thérapies parallèles, vont plutôt vers le comment. C'est-à-dire, comment est-ce que tu fais pour résoudre ce problème? Quels sont les outils que tu as utilisés? Quelles sont les méthodes ou les stratégies que tu as utilisées pour devenir riche? Est-ce que tu peux m'expliquer les choses? Vous voyez qu'il y a une grande différence à dire pourquoi tu es riche et comment est-ce que tu as fait pour devenir riche. Et donc, une des directions prises, qui est fondamentale, une des directions prises par la PNL, par la programmation neurolinguistique, est bien d'aller vers le comment. Comment tu as fait les choses pour que je puisse te modeler? Comment est-ce que tu es arrivé à être excellent pour que je puisse devenir excellent? Vous voyez? Et ainsi, comme vous pouvez le voir, la PNL s'est construite surtout à la fois sur des recherches qui ont été liées aux neurosciences, à la psychologie, aux sciences du comportement,
aux sciences humaines et aux sciences du langage, mais elle s'est également créée grâce à l'observation, on va dire, à la modélisation, à l'observation et à la modélisation de l'excellence en observant ces scientifiques de leur époque, des années 70-80, et de comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir. Alors, on fait souvent appel, lorsqu'on est en PNL, hein, on fait souvent appel à 4 domaines, notamment rappelés par, théorisés par Bandura, B-A-N-D-U-R-A, en 1986, qui sont à la fois les pensées, les émotions, les comportements et le contexte. Ça, c'est très important. Il y a également un phénomène qui est très utilisé dans beaucoup de pratiques en évolution personnelle et en développement personnel, c'est le pouvoir de la motivation. Ce pouvoir de la motivation est un outil qui permet donc de poser des objectifs et d'en faire un pilier, une direction vers laquelle il faut aller pour pouvoir tout simplement réussir dans la vie. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, il est intéressant de lire l'approche comportementale cognitive qui a été écrite par Latham et Locke en 1991, également par Ekes en 1997. Je vous mets d'ailleurs la description là ici maintenant pour que vous puissiez avoir donc les références des livres si vous êtes intéressé d'aller faire plus de recherches et plus de lectures sur ce sujet, en tout cas sur tout ce qui est potentiel humain, réussite. J'ai envie de dire que comme la thérapie narrative et la thérapie orientée solution, la PNL est philosophiquement une discipline constructivisme, c'est-à-dire qui est tout simplement basée sur les éléments clés de la réussite. On ne se disperse pas, on ne va pas essayer de faire des milliers de techniques, mais on va dire se concentrer sur la construction de cartes et de modèles du monde qui ont déjà réussi. On ne va pas aller chercher midi à 14 heures. Il y a déjà des choses qui ont été inventées, des choses qui ont prouvé leur efficacité, et donc c'est de réutiliser ces techniques-là et de se les appliquer directement. Alors, je tiens quand même à préciser que le constructivisme, c'est une théorie de l'apprentissage fondée sur l'idée que la connaissance est élaborée par l'apprenant sur la base d'une activité mentale. Alors, je m'explique un petit peu. La démarche d'apprentissage ici consiste, on va dire, alors à partir de l'action à penser pour aboutir sur la résolution du problème. Ça veut dire tout simplement, c'est une activité mentale, c'est une activité mentale de comprendre d'où on part et où on va. Et lorsqu'on sait d'où on part, où on est et qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, alors on va tout simplement mettre en place une direction. C'est comme quand vous prenez votre voiture, si vous êtes au volant de la voiture et que vous dites « on va où ?» et l'autre vous dit ben, « je ne sais pas ». Et donc vous tournez en rond et vous n'aboutissez nulle part. Vous revenez au point de départ et puis vous n'avez pas fait grand-chose. C'est exactement pareil. Ici, on a vraiment une démarche d'apprentissage qui est fondée sur l'idée que réussir fait partie d'un système d'élaboration, d'un processus et de stratégie, de bien comprendre ses objectifs, de bien comprendre d'où on part et où on va aller et de mettre tout en place, notamment par les présuppositions, par des techniques élaborées et des accélérateurs de réussite, mais également par la croyance indéfectible que nous avons effectivement tout ce qu'il y a en nous pour réussir. Bandler et Grinder vont donc également se pencher sur les travaux d'un psychiatre américain qui s'appelle Milton Erickson, et qui est le père
de l'hypnose ericksonienne. Ce dernier travaille donc avec ses clients en recherchant donc la solution du problème plutôt que la cause du problème. Rappelez-vous que le parcours normal de la psychanalyse, c'est de chercher le pourquoi du problème. Or, lui va changer complètement son fusil d'épaule et il va montrer que, avec rapidité d'ailleurs, que la perception, les comportements et les états émotionnels peuvent être facilement modifiés en utilisant le pouvoir du langage. Alors, il a eu beaucoup de problèmes d'ailleurs à l'époque avec l'association de médecine américaine qui, à un moment donné, leur démit de son titre de docteur, s'en fichait complètement. Il a continué à faire ses expériences et il a prouvé qu'effectivement, l'hypnose était un moyen très radical et efficient de guérir les gens. Ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque Milton Erickson utilise le pouvoir du langage, notamment un pouvoir de langage très spécifique que nous allons étudier dans cette formation-là, et étudier notamment en même temps au niveau praticien, mais également au niveau maître praticien. Et un peu comme Bates, c'est tout simplement de mettre en place des thérapies orientées. Ce sont des thérapies qu'on appelle orientées solutions par l'utilisation d'outils dits feedback. Ce sont des outils qu'on appelle le feedback. Et que le résultat, c'est que le questionnement utilisé, la façon de questionner les clients, permettait dès le début de séance de baisser jusqu'à 50 voire 60% la charge problématique que rencontrait le client. Imaginez un client qui vient vous voir, vous lui posez des questions, une quinzaine, vingtaine de questions, et qu'à la fin du questionnaire, vous avez déjà éliminé jusqu'à 50 voire 60% de la charge négative émotionnelle que rencontrait le client. Les derniers 50% ou 40% à faire, c'est tout simplement à utiliser des techniques pour enlever la problématique. À toutes ces techniques, on va dire tout simplement que se sont ajoutées à la PNL les techniques centrées sur les représentations internes, mais également sur les processus de langage et la physiologie du client qui ont pour visée de modifier les états internes. Et qu'il était possible, et qu'il est possible d'ailleurs aujourd'hui, on le sait, par l'utilisation de techniques de la PNL, de modifier les états émotionnels et les comportements de la personne. On le verra au fur et à mesure de cette formation. Et on parle ici notamment de représentation sensorielle ou de représentation émotionnelle. On parle d'utilisation de la pensée, d'utilisation du langage, d'utilisation de la conscience et de l'inconscient, mais également tout simplement de cette relation qu'il y a entre le corps et l'esprit et le cœur et de la notion de comportement cognitif. Vous voyez, ça va un petit peu loin. Donc, il y a indéniablement un lien entre le processus cognitif et le processus émotionnel. Et ceci est donc rappelé par Damasio dans un de ses livres en 2006, que je vous mettrai ici en image. Ce dossier d'étude est relativement vaste et relativement intéressant si vous vous lancez notamment en tant que coach, en tant que thérapeute et surtout dans la formation. Pour aller un petit peu plus loin sur les techniques qui ont été observées par Bandler et Grinder, il y a en 1994 un chercheur qui s'appelle Michael Hall et qui, lui, avait développé un modèle qui postulait qu'il était possible, alors lui, il soutenait qu'il était possible de, on va dire, de modéliser neurolinguistiquement la façon dont les gens pensent et se comportent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les processus de modélisation du comportement d'une personne qui a réussi peuvent être tout simplement copiés et collés à soi-même, à une autre personne. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc on revient sur les travaux de Hall qui, pour lui,
neurolinguistiquement, il est possible de modéliser, c'est-à-dire de copier, coller des processus, des stratégies de réussite et de se les appliquer à soi-même et aux autres. Vous avez de très très grands coachs qui sont venus également apporter leur pierre à la construction de l'édifice PNL, qui sont notamment Robert Dilts, évidemment, Richard Bandler et John Grinder, mais il y a aussi Tony Robbins, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, mais également de Pat James, qui est mon mentor, hein, c'est lui qui m'a formé, et de Adriana James, qui est son épouse. Et tout cela ont contribué, si vous voulez, à propager et à expliquer la PNL pour développer la conscience des personnes. Parce que lorsque vous êtes en formation en PNL, vous développez votre niveau de conscience. C'est pas que la PNL ne soit pas pour tout le monde, mais il faut avoir un certain niveau de conscience pour se dire « Ok, je vais étudier la PNL ». En conclusion, à l'origine de la PNL fut développée une sorte de psychothérapie, ça dans les années 70, et puis elle a emprunté finalement des techniques et des outils très divers qui viennent de domaines et de disciplines très divers, notamment du monde de la thérapie, du monde de la communication, du monde des neurosciences, de la psychologie, de la psychanalyse, mais également du monde de la linguistique. Et aujourd'hui, elle est enseignée de par le monde au travers d'un corps intégré de connaissances et d'application d'outils. Et ce corps intégré de connaissances et d'application d'outils est donc surveillé par une association américaine qui s'appelle ABNLP, the American Board of NLP. Et c'est lorsque vous êtes certifié, je suis certifié par l'American Board of NLP, vous permet justement d'apprendre les bonnes techniques, les bonnes démarches, les bons processus, les bonnes formations pour que vous puissiez être vous-même, être en adéquation avec le savoir, avec la formation et ainsi devenir un excellent coach, un excellent thérapeute, un excellent formateur et surtout de passer au travers de cette transformation et d'aider les autres à augmenter leur niveau de conscience et à se transformer. Vous avez compris maintenant pourquoi il est intéressant et important d'apprendre et d'étudier la programmation neurolinguistique, que ce soit au niveau praticien et aussi au niveau maître praticien pour devenir maître de l'ensemble de ces techniques et de maîtriser l'ensemble de techniques. Tout simplement, c'est qu'en étudiant les principes et les outils de la PNL, vous serez capable d'atteindre l'excellence dans votre ou dans vos domaines d'application, dans votre domaine de vie de tous les jours, peu importe ce que vous désirez faire. Tout simplement parce que ce sont des techniques qui ont été modelées, qui ont été récupérées de différents chercheurs, de différents domaines, et que ces techniques ont prouvé leur efficacité avec des résultats probants. Il faut savoir également que étudier la PNL pour vous, ça va être un grand pas en avant, un bond en avant dans votre évolution personnelle, dans votre développement personnel. Parce que la PNL, si elle reste une matière facile à comprendre, facile à pratiquer, ce sont des exercices qu'il faut pratiquer assez régulièrement pour devenir expert, mais tout simplement, ceci requiert de votre part une certaine discipline, une certaine consistance, également soit dans l'apprentissage des principes et des techniques, mais surtout de maîtriser les pratiques, car cette matière, cette formation est transformative. Et donc, il est très important de savoir que si vous voulez réussir dans la vie, si vous avez des gens autour de vous qui veulent réussir dans la vie, même des enfants, des adolescents et des adultes jeunes, eh bien, vous avez une matière ici qui vous permet de modéliser l'excellence et sans doute, vous le savez maintenant, si tu peux le faire, alors je peux le faire. Et si effectivement la présupposition suivante permet de casser tous les doutes, tout simplement, c'est que tu as à l'intérieur de toi toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement et au développement de ta réussite et de ton progrès. Il n'y a plus aucun doute sur cette affirmation-là.
J'ai envie de dire, pour clôturer cette quatrième partie, et de citer Bruce Lee, et qui disait No limit is the limit. Pour lui, tout simplement, pas de limite, c'est la limite. Ceci explique tout simplement que nous avons un potentiel illimité et que ce sont nos croyances limitantes, ce sont notre environnement limitant, de personnes qui vont te dire non, ne fais pas, c'est pas pour toi, si tu fais ça, tu vas te casser la figure, tu vas te mettre en danger, c'est un risque énorme. Eh bien non, c'est que tout simplement, tu peux tout ce que tu veux. Il suffit de l'actionner, il suffit tout simplement de transformer notre neuroénergie, c'est-à-dire l'énergie de notre cerveau et de notre corps, et de nous persuader qu'effectivement, parce que nous avons toutes les ressources à l'intérieur de nous, nous pouvons. Vous avez compris que la PNL est un modèle d'excellence, c'est une modélisation de l'excellence, et au travers de cette formation du maître praticien, vous allez apprendre toutes les techniques de modélisation de l'excellence que vous allez vous appliquer à vous-même et plus tard, si vous voulez, l'appliquer aux autres. Merci d'avoir suivi cette partie 4 et je vous dis tout de suite pour la prochaine partie 5.